Dans l'actualité ce soir, la panique s'empare des marchés financiers. La bourse de Paris chute de 9%, Francfort de 7%, Londres de près de 8%. La tempête est générale, effondrement à Moscou et à Rio. Tentative d'explication dans un instant. À Paris, Nicolas Sarkozy a réuni une nouvelle fois les banquiers et les assureurs et s'est entretenu avec les principaux dirigeants européens. Le système financier et les clients des banques seront protégés, a-t-il répété. Les patrons prennent le devant dans la polémique sur les parachutes dorés. Le MEDEF a présenté un code de bonne conduite. La bonne volonté est-elle suffisante? Laurence Parisot est notre invitée. Bonsoir et à tout à l'heure. Le prix Nobel de médecine récompense la France. Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi sont consacrés pour la découverte du sida en 1983. Un prix partagé avec l'allemand Zurhausen. Le tout Paris au tribunal. Le procès de l'Angola Gate, cette affaire de trafic d'armes vers l'Angola, a commencé ce matin. La plupart des prévenus ont fait le déplacement. Enfin, la fascination de la blancheur en Inde. Des crèmes éclaircissantes pour la peau connaissent une croissance fulgurante. C'est le dossier de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est donc un lundi noir qu'a connu la finance mondiale. On pensait que l'adoption du plan Paulson ou le mini-sommet européen allait rassurer les marchés. Eh bien, on est loin, très loin du compte. C'est la débâcle, le mot n'est pas trop fort. La défiance semble généralisée. On va s'arrêter longuement ce soir sur cette aggravation de la crise. D'abord le récit de cette journée, Julien Beaumont, Bruno Giraudot. Sur tous les écrans de la planète, des chiffres et partout le symbole négatif devant. Récit de la folle journée des marchés financiers. 2 h du matin à Paris, déjà Tokyo et dans son sillage les bourses asiatiques montrent les premiers signes de faiblesse. L'indice Nikkei termine à moins 4,25%, son plus bas niveau depuis 4 ans. 7 h en France, le marché moscovite se réveille avec la gueule de bois. La cotation va d'ailleurs être suspendue, seul moyen d'enrayer la chute, moins 19%. 1 heure avant nous, Londres ne fait pas mieux. Ici aussi, ouverture en baisse. Le FTSE, l'indice anglais, dévisse au final de 7,85%. Des baisses accélérées par le recul de Wall Street. 15 h 30, la bourse américaine voit son cours s'effondrer, moins 5%. Situation vécue en direct, ici à Paris, dans cette salle de marché. Et l'adoption du plan américain Paulson n'y change rien. C'est pas joyeux du tout. Non, bah oui, mais bon, en même temps, on avait terminé vendredi presque tout en haut, justement sur les anticipations de vote du plan Paulson. Et là, bah, c'est la douche froide, donc effectivement, ouais, c'est pas très sympathique. S'il y a un manque de clarté, la bourse ne peut pas monter. Et s'il y a un énorme manque de clarté à terme, la bourse ne peut que baisser. Face à cette tourmente, 16 h 30, Nicolas Sarkozy provoque une réunion avec les patrons des banques et des compagnies d'assurance. Nous sommes donc face à une situation qui certes est complexe, mais qui fait l'objet d'une coordination étroite entre les acteurs publics, les acteurs privés, les assureurs et les banquiers. Pas de quoi calmer les marchés. Ce soir, Paris cède 9%, du jamais vu depuis la création du CAC 40. Demain, les ministres des Finances des 27 pays européens se retrouveront au Luxembourg. Les États-Unis ont quant à eux annoncé une autre réunion, vendredi, avec les représentants des 7 pays les plus riches, avec à chaque fois la même question, comment sortir de la crise? Oui, une baisse de 9% à Paris, cela peut sembler abstrait, cela signifie que les 40 plus grandes entreprises françaises ont perdu 9% de leur valeur en quelques heures aujourd'hui. Alors, que se passe-t-il? Bonsoir Marc Toiti, vous êtes économiste, directeur général de la société de bourse Global Equities. Avez-vous une explication ou est-ce qu'on est dans l'irrationnel? On est effectivement dans l'irrationnel, on a quand même une explication, c'est ce qu'on appelle en termes de marché une capitulation. C'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs jusqu'à présent résistaient malgré les signaux un petit peu aléatoires et la crise bancaire et financière qu'on avait depuis 1 an. Et puis là finalement ils jettent l'éponge, ils se disent on a essayé de gagner un petit peu d'argent après le plan Paulson, donc il y avait une petite hausse vendredi dernier, et puis ensuite on se dit finalement comme on va avoir maintenant une récession mondiale, autant jeter le bébé avec l'eau du bain malheureusement, et donc c'est ce qui se passe aujourd'hui, un mouvement de panique. Et vous savez, sur les marchés, c'est ce qu'on appelle le mimétisme, c'est-à-dire que dès que la baisse devient rapide et forte, elle entraîne de nouveaux mouvements de baisse et de vente. Donc c'est ce qui alimente, et d'où ce mouvement complètement irrationnel, incontrôlé qui est là. Mais ce qui est sûr en revanche, c'est qu'on a des actions qui sont complètement massacrées et qui aujourd'hui évidemment ne valent pas cher. Donc ce qui veut dire que c'est, on peut dire, la 4e ou 5e démarque dans ces soldes boursières. Et donc finalement on pourrait avoir des investisseurs qui vont revenir assez rapidement sur les marchés boursiers. C'est ce que j'allais vous demander. Faut-il être pessimiste encore pour les jours à venir? On est totalement dans le flou, ou bien il y a des signaux plutôt positifs?
Alors, il faut être clair qu'on va encore avoir, je pense, une très forte volatilité. D'ailleurs, volatilité, ça ne veut pas seulement dire à la baisse, on aura également des mouvements de hausse, de forte amplitude, parce qu'on n'a plus beaucoup d'investisseurs aujourd'hui sur les marchés. C'est-à-dire le peu qui investissent encore, ce sont des personnes justement qui font des achats et ventes sur la journée ou sur le très court terme. Donc c'est ce qui fait qu'on va avoir encore une extrême volatilité. Mais il faut surtout que nos dirigeants, notamment en Europe, nous rassurent, nous disent finalement, on sera là pour garantir la sécurité des banques et garantir la sécurité du système finalement dans son ensemble. Et si c'est le cas, on verra que très rapidement, d'ici la fin de l'année et surtout en 2009, on aura un rebond assez net des marchés boursiers. Merci Marc Toiti, on va y venir précisément dans le courant de ce journal. En tout cas, la situation est jugée suffisamment grave pour que Nicolas Sarkozy ait fait une déclaration solennelle. On va l'entendre dans un instant. D'abord, on y a fait allusion, ce n'est plus seulement des États-Unis que vient l'inquiétude, c'est aussi d'Europe et notamment de l'Allemagne où la 4e banque du pays vient d'être sauvée d'extrême justesse. Le système bancaire allemand, vanté pour sa solidité, s'avère plus fragile que prévu. À Berlin, Jérôme Bonny, Brice Boussoir. Les Allemands sont sidérés. Jamais ils n'auraient imaginé que la crise financière américaine pouvait les atteindre. Cet homme a perdu la moitié de ses placements en actions. J'ai perdu entre 40 et 50 000 euros. Ça fait très mal, mais ça profite à d'autres maintenant. Pour éviter la panique, la chancelière a fait hier une annonce sans précédent. Nous disons aux épargnants que leurs dépôts sont en sûreté et qu'ils sont garantis par le gouvernement fédéral. Mais cette femme ne croit plus aux promesses. Elle a retiré ses économies de sa banque. Je dois vous dire que moi, j'ai caché mon argent à la maison. Je n'ai plus confiance dans les banques, en tout cas pas pour le moment. La crise s'est accélérée quand la 4e banque d'Allemagne, Hypo Real Estate, a dû être sauvée de la faillite. La facture au ministère des Finances s'élève à 50 milliards d'euros. Le problème, ce n'est pas la survie d'une seule banque, mais à cause des interdépendances avec d'autres banques qui s'élèvent à plusieurs centaines de milliards d'euros, c'est une question qui touche la stabilité du système financier en intégral. La bourse de Francfort plonge de plus de 7 points, du jamais vu depuis 2 ans. L'Allemagne est donc frappée de plein fouet par la crise. Les experts attendent le résultat de ce plan de sauvetage de 50 milliards d'euros, mais l'avenir du système financier ici reste un point d'interrogation. Et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration du président de la République. C'était donc en début d'après-midi, le président de la République. Chacun d'entre nous prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la stabilité du système financier, que ce soit par l'injection de liquidités en provenance des banques centrales, par des mesures ciblées sur certaines banques ou par des dispositifs renforcés de protection des dépôts. Aucun déposant dans les banques de nos pays n'a subi de pertes et nous continuerons à prendre les mesures requises afin de protéger le système ainsi que les déposants. En prenant ces mesures, nous constatons la nécessité d'une coordination et d'une coopération étroite au sein de l'Union européenne. Voilà, message aux déposants, donc aux clients des banques, message aussi sur l'Europe qui a fait le service minimum samedi. Nicolas Sarkozy plaide, vous l'avez entendu, pour une coopération plus étroite. Et on retrouvera tout à l'heure François Baudonnet en direct du Luxembourg, où se retrouvent au soir de cette journée si particulière les ministres des Finances des 15 pays de l'euro. D'abord direction Washington, que se passe-t-il cet après-midi? Bonsoir Alain de Chalvron, vous êtes notre correspondant. Où en est-on à Wall Street et quel est l'état d'esprit là-bas? Écoutez, Wall Street perd pour le moment autour de 5%. Alors c'est moins que la France naturellement, mais ici on a eu un plan de sauvetage voté vendredi, 700 milliards de dollars tout de même, donc on ne devrait pas être en baisse. Alors qu'est-ce qui se passe? D'abord il y a un effet contagion à la suite de la dégringolade de l'Asie et de l'Europe. Mais aussi, il y a qu'on se rend compte que l'économie réelle est maintenant touchée à travers la crise du crédit. Les banques ne prêtent plus et dans ce pays, tout le monde est endetté. Quand il n'y a plus de crédit, il n'y a plus de consommation. Baisse des ventes de voitures entre 30 et 40% selon les marques, mais aussi moins de gens dans les restaurants, moins de clients pour les compagnies aériennes. Je ne vous parle même pas de l'immobilier. Et naturellement, quand il y a une baisse de la consommation, eh bien, il y a des licenciements. 159 000 emplois ont été détruits en septembre. Et s'il y a des licenciements, s'il y a du chômage, il y a moins de consommation, etc., etc. C'est le cycle infernal. On est en ce moment
en plein dedans, et ce n'est pas le moral des ménages qui va arranger ça. 59% des Américains pensent qu'on est entré dans une dépression du style 1929. Merci Alain. On en vient maintenant aux conséquences de cette crise. Première conséquence, les restructurations ont commencé. Certains font déjà de bonnes affaires. Exemple, la BNP Paribas a racheté une partie de Fortis en Belgique et au Luxembourg. Elle devient ainsi la première banque de dépôt en Europe. Explication Romain Messi, Jean-Yves Blanc. Elle était déjà la première banque française, elle devient la première banque européenne de dépôt. BNP Paribas rachète Fortis, victime de la crise il y a 8 jours. Une opération bouclée la nuit dernière et que les Belges ont apprise en se levant. Ça sauve Fortis, ça sauve le personnel, ça sauve aussi beaucoup d'épargnants. J'ai l'impression qu'on se fait avoir, qu'on est dans une banque qui est rachetée par une autre et puis par une suivante et que l'utilisateur, il n'a plus le choix de là où il va. Patron français et Premier ministre belge, main dans la main. Il en coûte à la BNP plus de 14 milliards d'euros, dont une grande partie versée en actions. Car la banque française se présente en bonne santé. Avant le krach d'aujourd'hui, le CAC 40 dégringolait de 31% en 9 mois, quand le titre BNP ne perdait que 4%. La crise rebat les cartes du système bancaire. Les grandes manœuvres dans la banque et dans la finance ne font à mon avis que commencer, parce qu'avec cette crise, il y a des gagnants, il y a des perdants, il y a des proies, il y a des prédateurs. Donc je suis persuadé que ce qu'on voit à l'occasion de BNP Paribas, mais d'autres banques, ça ne fait que commencer. Une banque en bonne santé qui en rachète une autre au bord de la faillite, un scénario auquel l'Europe pourrait s'habituer. Et puis à noter que les grandes banques japonaises, elles aussi, sont à l'affût. Plusieurs établissements américains ont été rachetés en totalité ou en partie. Autre conséquence, le débat sur la moralisation des pratiques et notamment celle des parachutes dorés accordés à certains grands patrons alors même que les résultats ne suivent pas. Sous la pression du gouvernement qui menace de légiférer, le MEDEF a présenté aujourd'hui un code de gouvernance, c'est-à-dire un code de bonne conduite. Explication Sophie Brune, Vincent Kellner. L'autodiscipline, voilà la réponse de Laurence Parisot aux rémunérations excessives des grands patrons. Première proposition, la fin des parachutes dorés en cas d'échec du dirigeant ou de l'entreprise. Une recommandation qui aurait pu, par exemple, s'appliquer à Patricia Russo, qui n'a pas redressé Alcatel-Lucent, ou à Noël Forgeard, à la tête d'Airbus. Sur ce principe, tout le monde semble d'accord. Quand il y a une faute, il est absolument inimaginable qu'il y ait une prime de toucher. Quand un patron n'est là que depuis quelques jours ou quelques semaines dans une entreprise, il est inimaginable qu'il touche des primes avec des sommes astronomiques. Autre proposition du MEDEF, pas de contrat de travail pour les mandataires sociaux comme les PDG. Ainsi, en cas de démission, le dirigeant ne pourra plus bénéficier d'indemnités. Le MEDEF veut aussi que les distributions d'actions soient mieux contrôlées. Pour le Parti socialiste, c'est insuffisant. La question n'est pas uniquement une question de parachute doré, la question n'est pas uniquement la question posée aux dirigeants qui auraient failli, la question est aujourd'hui une question plus générale sur la rémunération excessive des dirigeants. Il nous semble que de ce point de vue-là, la transparence doit être faite. Nicolas Sarkozy avait menacé de légiférer si le patronat ne s'emparait pas de cette question. Ce soir, malgré les propositions du MEDEF, l'UMP affirme qu'une loi est toujours possible. Bonsoir Laurence Parisot, présidente du MEDEF. Est-ce que la bonne volonté en la matière est suffisante? Parce qu'en gros, vous proposez un code de bonne conduite aux patrons, libre à eux de l'adopter. Qui vérifiera qu'il est appliqué? C'est un peu plus impliquant que ça, un code de gouvernance. Et je voudrais dire tout simplement qu'à chaque fois qu'il y a eu de la législation, parce que de nombreux gouvernements, en France ou ailleurs, de droite ou de gauche, ont voulu légiférer sur ce type de sujet. À chaque fois, les conséquences de la législation sont pires et provoquent des situations encore plus choquantes que ce qu'on avait au point de départ. Juste un exemple pour illustrer mon propos, c'est dans les années 80, aux États-Unis, on se dit les rémunérations des dirigeants vont vraiment trop haut.
on les bloque par un système fiscal extrêmement sévère et c'est là que se développent d'une manière parfois tout à fait folle les stock options. Autre exemple, quand dans la loi TEPA on dit il faut que les indemnités de départ la loi votée il y a un an. Voilà, soient votées en Assemblée générale, eh bien je vous dis la chose suivante, s'il n'y avait pas eu ce dispositif de la loi TEPA, le cas Pat Rousseau ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit. Pat Rousseau, présidente d'Alcatel, qui est parti avec un parachute doré alors que le cours de bourse s'était effondré. Tout à fait inadmissible. Mais alors le code de bonne conduite, est-ce que ça suffit de dire au patron, adoptez ce code et appliquez-le, sinon quoi? Alors c'est beaucoup plus impliquant que n'importe quoi d'autre parce que d'abord, ce sont nous les chefs d'entreprise, avec toutes les associations qui ont bien voulu travailler. C'est pas simplement le MEDEF, c'est aussi la FEP, Éthique, Croissance Plus, le CJD, c'est-à-dire le Centre des jeunes dirigeants. Ça vient de nous. Et de nous, nous disons, voilà, c'est toutes ces règles-là qu'il faut appliquer. Et si jamais vous ne les appliquez pas, ce que nous vous demandons, c'est de vous expliquer devant votre conseil d'administration, de vous expliquer devant votre actionnaire, vos actionnaires, de vous expliquer devant l'opinion publique. Nous vous le demandons, mais est-ce que ce n'est pas un vœu pieux? Non, ça ne sera pas un vœu pieux, parce que de par une directive européenne, vous devez dire, quand vous êtes une entreprise cotée, quel est le code de gouvernance auquel vous vous rattachez. C'est un engagement qui est une véritable contrainte. Un engagement assez solennel finalement. Un mot, Absolument. Laurence Parisot, de ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que vous êtes très inquiète lorsque vous voyez la Bourse de Paris perdre 9%? Est-ce que vous êtes très inquiète pour l'économie française, pour les emplois, pour la croissance? Alors, deux choses. D'abord, la question des rémunérations n'a rien à voir avec la crise que nous connaissons actuellement. Même si on avait pu éviter certains excès au préalable, on aurait eu malheureusement cette crise. Il faut déconnecter les choses. Deuxièmement, oui, la crise est très sérieuse, elle est grave, ça ne fait aucun doute. Je ne m'attarderai pas beaucoup sur ce qui s'est passé aujourd'hui en bourse, parce que la bourse, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de mimétisme. D'irrationalité, comme on l'a entendu. Absolument, il suffit d'une bonne nouvelle sur une entreprise pour que les choses s'orientent d'une autre façon. Et les conséquences ? En revanche, le coup de frein sur l'économie est terrible. On sait très bien que les budgets qui se préparent pour l'année 2009 sont à la baisse un peu partout. Il va y avoir un ralentissement. On peut déjà considérer que nous sommes en récession aujourd'hui et que le ralentissement économique est très sérieux. C'est pour cette raison-là aussi qu'il faut faire attention à une chose, ne pas, je dirais, pénaliser l'entreprise par des prélèvements obligatoires trop lourds, parce que la solution à cette crise passera par l'entreprise. Merci Laurence Parisot d'avoir accepté notre invitation. À noter que cet effondrement sur les marchés a donné un coup d'arrêt à la spéculation sur les matières premières. Notez que le pétrole est tombé à moins de 89 $ cet après-midi à New York. Rappelons qu'il était à près de 150 $ il y a seulement quelques semaines encore. On reste dans l'économie avec la visite de Nicolas Sarkozy à l'usine Renault de Sandouville, près du Havre. Rappelons que 1000 emplois sur près de 4000 doivent être supprimés. Une visite mouvementé. Sur place, Alexandre Carra, Stéphane Guillemot. Côté pile, il y a cette poignée de main appuyée entre le PDG de Renault et son plus important actionnaire. En venant à Sandouville, Nicolas Sarkozy veut rappeler que l'État détient toujours 15% de l'ex-régie. Côté face, à quelques centaines de mètres de là, un piquet de grève s'improvise devant l'usine. Tous ensemble. À l'intérieur des grilles, même ambiance. J'essaie de nous parquer pour pas qu'on puisse aller rencontrer la Sarkozy. Encadrés par des gendarmes mobiles, une centaine de salariés manifestent. C'est à travers les grilles que les journalistes les interrogent. On est une semaine sur deux en chômage jusqu'à la fin de l'année et on risque d'y être encore l'année prochaine. Dans les prochains mois, plus d'1 millier d'emplois devraient disparaître sur le site. Sandouville, touché de plein fouet par les restructurations, laisse éclater sa colère. Regardez du travail, on veut juste du travail. Une semaine sur le chômage, ça va être insupportable. Avec les syndicats, la rencontre est plus feutrée. Le président tente de rassurer, l'usine de Sandouville ne fermera pas. Nous mettons le paquet dans la crise pour moderniser notre appareil industriel. Il n'y a pas de fatalité. La crise, c'est une opportunité de changement. Ce matin, face au piquet de grève, Nicolas Sarkozy a préféré renoncer à rencontrer les ouvriers et à visiter l'usine. Et si selon ses conseillers, il n'y aura pas ici de solution miracle, en tout cas pour le président, un seul mot d'ordre, surtout ne pas désespérer Sandouville.
Autre titre de l'actualité, ce prix Nobel qui vient récompenser la France, prix Nobel de médecine pour les professeurs Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi. Ils consacrent leur découverte du virus du sida il y a 25 ans. Luc Montagnier sera avec nous dans un instant. Un prix partagé avec l'allemand Zurhausen pour ses travaux sur le cancer. Jean-Daniel Flezakier et Bernie Merriot. D'abord, les explications. Un beau bouquet de fleurs pour le professeur Françoise Barré-Sinoussi, donc notre prix Nobel. Des fleurs que Françoise Barré-Sinoussi trouvera mercredi à son retour du Cambodge, où elle a appris la bonne nouvelle. C'est une grosse surprise pour moi. Je suis très émue. C'est une reconnaissance importante pour la science en Europe et en France en particulier. Pour la chercheuse française honorée ce matin avec Luc Montagnier et Harald Zurhausen, c'est la consécration. En 81, dans le laboratoire de Luc Montagnier, elle découvre un virus jusque-là inconnu dans les globules blancs de malades du sida. L'équipe publie ses travaux en mai 83 dans la revue Science. Le virus est baptisé LAV. Marie-Thérèse Nuger était là il y a 25 ans. Elle savoure. Je pense que Françoise Barré-Sinoussi s'est tellement investie dans cette recherche. Pour moi, c'est aussi une immense fierté, la reconnaissance du travail qu'on a fait sur ce virus. Entre-temps, le virus a été envoyé aux États-Unis chez Robert Gallo, la référence dans ce domaine. En 84, coup de tonnerre, Gallo dit avoir découvert un virus du sida différent. Il l'appelle HTLV3. Mais en fait, c'est le virus venu de Pasteur que Gallo a cultivé sans vouloir le reconnaître. Chaque groupe développe un test de dépistage à partir de son virus. Commence alors une guerre commerciale. Et en 1987, c'est finalement la paix. Avec un accord, des royalties pour Pasteur et les deux virus qui n'en font plus qu'un, sous le nom désormais officiel de VIH. En récompensant Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier, le comité Nobel a peut-être voulu rappeler à Robert Gallo que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà, merci d'être avec nous en duplex d'Abidjan en Côte d'Ivoire, professeur Montagnier. Bravo pour cette récompense. Est-ce que pour vous, c'est la reconnaissance que vous et votre équipe avez été les premiers à découvrir le sida ? Je pense, c'est effectivement un événement qui s'est produit il y a 25 ans, qu'on commémore cette année, qu'on a commémoré plusieurs fois et qu'on commémore aussi également ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il faut dire que nous avions été effectivement notre petite équipe de Pasteur, avec les cliniciens, avec les quelques personnes de l'extérieur, des hôpitaux parisiens, ont réussi en 1983 à isoler ce virus et à démontrer aussi qu'il était le meilleur candidat pour être la cause du sida. Et il faut aussi quand même ajouter que nous n'avons pas été seuls après, quelques mois plus tard. Nos collègues américains ont retrouvé le virus et contribué à démontrer qu'il était la cause du sida. À qui dédiez-vous cette récompense ? Cette récompense va, à mon avis, à toute cette équipe et aussi à tous les chercheurs qui ont travaillé sur ce type de virus chez les animaux autrefois, avant le travail sur les virus humains. Je pense que c'est l'aboutissement de 20 années de recherche fondamentale. Est-ce que pour vous c'est aussi le signe que la recherche française est performante, qu'elle peut être efficace ? Je le pense, mais enfin si on mesure la créativité de la recherche française en biologie, je ne parle pas en physique, mais en biologie, eh bien il n'y a pas eu de prix Nobel depuis 1980. Le dernier c'était Jean Dossé en 1980. Et l'Institut Pasteur, qui a eu 7-8 prix Nobel dans les premières décennies du XXe siècle, a eu ses derniers prix Nobel en 1965. On ne peut pas être satisfait et je pense qu'il y a un très gros effort à la fois des chercheurs pour être créatifs, mais aussi des pouvoirs publics pour justement stimuler, financer cette recherche créative de pointe, qui est une recherche à risque, car effectivement, si on cherche un gros poisson, on ne le prend pas tout le temps, et il faut donc travailler beaucoup, avoir beaucoup d'échecs avant d'avoir un succès. Pour vous, en tout cas, c'est la consécration d'une carrière ? Je ne dirais pas ça, je dirais c'est une étape, j'en suis bien sûr heureux, mais je pense que j'ai encore quelques années devant moi pour trouver autre chose, peut-être aussi important. Voilà, un grand merci à Luc Montagnier, 76 ans et toujours plein de projets, prix Nobel de médecine aujourd'hui. Entretien enregistré
il y a un peu moins d'une heure. Il est 20h23. À suivre, la justice a-t-elle été trop vite à Valence? Le médecin urgentiste placé en garde à vue a été libéré et ses confrères parlent d'accusations mensongères. L'Inde rêve de blancheur. Les lotions pour éclaircir la peau s'arrachent malgré les dangers. C'est le dossier de cette édition. Et puis le luxe ne connaît pas la crise au salon de l'auto. La voiture va mal, mais les modèles les plus chics et les plus chers sont toujours très demandés. Mais d'abord, l'ouverture à Paris d'un procès marathon qui devrait durer 5 mois, procès de l'Angola Gate. On l'évoquait hier, ce trafic d'armes à destination de l'Angola. Signe particulier, le tout Paris, ou presque, se retrouve au tribunal. De nombreuses personnalités, soupçonnées d'avoir monnayé leur influence, avaient fait le déplacement. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillan, Arnaud Wust. Un ancien ministre de l'Intérieur entre deux gendarmes. Charles Pasqua, aujourd'hui sénateur, est protégé de l'invasion médiatique du procès. Même effervescence pour Jacques Attali. Il se présente au juge comme étant un écrivain, oubliant d'évoquer son récent rapport sur la croissance. Le sourire plutôt crispé, Jean-Christophe Mitterrand. Ce dossier lui a valu 21 jours de détention et une caution à l'époque de 5 millions de francs. Jean-Christophe Mitterrand, ancien journaliste, ancien conseiller Afrique de son père, poursuivi pour avoir touché plus de 2 millions de dollars. Il se défend d'avoir conseillé Falcon sur l'Angola. D'abord, j'ai le droit de gagner de l'argent. Moi, je travaillais avec Falcon à lui donner des conseils. Surtout que nous étions dans une zone totalement déstabilisée. La matière grise, ça coûte combien? Eh bien, c'est la seule matière au monde où c'est pas le vendeur qui décide, c'est l'acheteur. Devant le tribunal, Jean-Christophe Mitterrand déclare ne plus avoir de revenus et vivre chez sa mère. J'en veux à la manière dont a été faite cette instruction, qui a été à charge, qui a été volontairement destructrice. Je parle un peu à ma situation personnelle, quoi. Je suis sur la paille, c'est tout, quoi. Bon, si j'avais pas une famille... Paul Sulitzer, romancier, déclare 50 millions d'exemplaires vendus, mais est poursuivi pour 380 000 € d'abus de biens sociaux. Lui aussi ne comprend pas le procès qui lui est fait. C'est une injustice d'avoir privé quelqu'un de travail pendant 8 ans. C'est épouvantable d'avoir harcelé un homme comme moi qui ne représentait aucun danger pour personne. Ce dossier de 150 tomes est-il un énorme malentendu? Ce n'est évidemment pas l'avis du juge d'instruction. Aucun des prévenus n'a fourni contrat, facture, confortant la véracité d'un travail effectif. L'actualité judiciaire encore, a-t-on été trop vite à Valence? Un médecin urgentiste a été placé en garde à vue. Il était soupçonné d'avoir eu des gestes déplacés qui auraient abouti à la mort d'une patiente. Eh bien, il a été libéré hier soir et ses confrères parlent d'accusations mensongères. Sur place, Benoît Gadret, Éric Jacquin. Quand l'équipe du SAMU intervient dans ce salon de coiffure, une dame de 87 ans est en arrêt cardiaque. Le médecin tente de la réanimer, en vain. La victime présente des signes de gasp, des mouvements réflexes de la mâchoire, un symptôme lié à l'agonie. Avec sa main, à plusieurs reprises, le médecin lui ferme la bouche. C'est ce geste pourtant régulièrement pratiqué qui aurait été mal interprété par des membres de l'équipe médicale, dont une infirmière. Alertée, la direction de l'hôpital suspend le praticien. La justice est saisie. On est un peu indigné aussi qu'un confrère qui visiblement a fait son travail comme il faut se retrouve accusé d'homicide volontaire sans que visiblement il y ait eu de débat contradictoire au sein de l'institution hospitalière et que la décision ait été prise de façon unilatérale par le directeur de l'établissement. Il aura fallu le recul d'un juge d'instruction pour tempérer l'accusation et remettre le médecin en liberté. Quant à la direction de l'hôpital, elle était aujourd'hui injoignable. Encore un mot de l'actualité judiciaire. Nous vous avions parlé un dimanche soir de ce jeune éleveur du Puy-de-Dôme menacé de mort pour le pousser, semble-t-il, à partir de son exploitation. Eh bien, un nouvel incendie a détruit sa grange, un incendie volontaire et donc très probablement criminel, a indiqué le procureur. L'enquête se poursuit. À l'étranger, d'abord le durcissement de la campagne aux États-Unis. Le camp républicain, distancé dans les sondages, semble jouer son va-tout. La colistière de John McCain, Sarah Palin, accuse Barack Obama de copinage avec un ancien membre d'un groupe d'extrême gauche, un groupe qui avait posé des bombes contre la guerre du Vietnam dans les années 60 et 70. Les deux hommes s'étaient côtoyés des années plus tard au sein d'une association.
Direction l'Inde maintenant avec le fantasme de la blancheur. L'augmentation du niveau de vie n'y fait rien, au contraire, de plus en plus d'hommes et de femmes rêvent d'avoir la peau claire. Les crèmes éclaircissantes représentent plus de 50% du marché des soins cosmétiques. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Arnaud Miguet, Dominique Marotel. Il était une fois une jeune actrice dont la carrière avait bien du mal à décoller. Jusqu'au jour où elle découvre cette crème de blanchiment de peau. En quelques semaines, la même jeune fille devient un fair and lovely, entendez claire de peau et charmante, et accède au statut de star. Une publicité qui inonde les écrans indiens, un message sans nuance, la blancheur de peau, c'est le succès garanti. Ce conte de fées moderne, toutes les jeunes filles indiennes semblent l'avoir en tête. Chérie travaille dans ce salon huppé de la capitale. Cela ne l'empêche pas de temps en temps de faire des soins pour elle-même. Des soins de blanchiment les plus populaires ici, de très loin. Tout le monde aime les peaux claires, surtout les hommes. Ils adorent. Pas étonnant que le marché des crèmes et autres traitements connaisse un tel succès. Aujourd'hui, plus de la moitié de ces soins vendus dans le commerce sont en fait des produits blanchissants. Ça, c'est la crème que je vends le plus, entre 10 et 20 boîtes par jour. Et pour cause, le matraquage marketing et médiatique est constant. Ruchika, 18 ans, y croit dur comme fer. Son dermatologue, elle le consulte régulièrement. Elle reste persuadée qu'il faut être clair de peau pour trouver un conjoint, un critère presque aussi important que la caste au pays des mariages arrangés. Personne ne veut se marier avec quelqu'un qui a la peau foncée. Un garçon m'a dit « Je ne me marierai pas avec toi tant que tu n'auras pas la peau plus claire ». Mais attention aux excès, le docteur Parachar est bien placé pour attirer l'attention de ses patientes sur les dangers de certains produits qui peuvent provoquer des ravages. C'est un cas vraiment dramatique. Il faut absolument une loi pour réglementer tout cela. La couleur de la peau, une obsession indienne. Pour cette éditrice qui se définit comme féministe, le phénomène n'est pas nouveau. Les premiers peuples à envahir l'Inde étaient les Aryens. Les peuples autochtones que l'on appelle les Dravidiens avaient eux la peau foncée. Une sorte de hiérarchie s'est instaurée entre les peaux claires et les peaux foncées. La peau blanche est devenue symbole de pouvoir. Séance photo pour une collection privée. Dans le monde de la mode, les choses commencent à changer, tout doucement. Ces mannequins ne sont pas des plus foncés de peau, mais il y a quelques années, elles n'auraient jamais fait carrière. Les gens aiment bien ma peau dans le milieu de la mode. En Inde, aujourd'hui, l'industrie de la mode est moins conservatrice qu'ailleurs. Tout le monde a sa chance. Je n'ai pas la peau claire, mais je suis charmante. L'annonceur n'est pas une marque de cosmétiques, mais un nouveau journal qui se veut à contre-courant. Le luxe ne connaît pas la crise au salon de l'auto depuis des semaines, voire des mois, et aujourd'hui encore, nous vous parlons du spectre de la récession. Mais, et c'est un paradoxe souvent constaté, comme dans d'autres domaines, les modèles les plus chics et les plus chers sont toujours très demandés. À Paris, porte de Versailles, Luc Bazizin, Jean-François Monnier. Le luxe, le super luxe même, ça se paye. Pas besoin de vous frotter les yeux, le prix de cette Maybach est bien de 1 219 900 €, toutes taxes comprises. 1000 exemplaires trouvent quand même chaque année preneur dans le monde. Et à ce prix-là, vous avez même une vitre qui vous sépare de votre chauffeur et qui devient opaque à la demande, ce qui semble plaire dans les pays du Golfe. Lorsque quelqu'un a décidé de se l'acheter, peu importe son prix, puisque c'est des pétrodollars dont il s'agit. Alors, les nouveautés ne manquent pas. Cette luxueuse Bentley Continental GT, elle, est proposée à plus de 200 000 €. Chez Lamborghini, c'est aussi la démesure. En fait, pour compenser un léger fléchissement sur le marché européen, les ventes en Chine, en Inde et en Russie permettent d'équilibrer les comptes. Sur le stand Maserati, prix de vente moyen 120 000 €, ce qui ne décourage pas à l'achat. La clientèle des véhicules de luxe est toujours intéressée. Elle subit la crise de la même manière que n'importe quelle clientèle, mais avec une marge de manœuvre qui reste conséquente. Pour combien de temps, c'est la grande question. Maserati, pour le moment, s'en sort bien, plus 15% en France et même plus 37% en Europe de l'Ouest. Des modèles qui font les yeux doux pour mieux dévorer un marché très rentable. Plus le prix est élevé, plus la marge est généreuse pour les constructeurs qui n'ont pas fini de se frotter les mains.
Et pour tous ceux qui rêvent devant les voitures de luxe, un mot du coup d'envoi ce soir de la nouvelle formule du loto. Le jeu, rappelons-le, compte désormais 3 tirages hebdomadaires avec les mercredis et les samedis. La mise de base est plus élevée, elle est passée de 1,20 € à 2 €, mais les gains devraient être plus fréquents et les cagnottes plus importantes. C'est ce qu'expliquait Patrick Buffard de la Française des Jeux aujourd'hui. On l'écoute. Le jackpot, en fait, il est multiplié par 6. Il était en moyenne, le jackpot remporté était à 1,2 million d'euros, il va passer à 7 millions d'euros. Donc on fait x6 sur le jackpot moyen remporté. Et puis il y a 2 fois plus de gains en général, 2 fois plus de chances de gagner, puisqu'on passe de 1 chance sur 13 à 1 chance sur 6. Voilà, et le premier tirage est à suivre sur France 2 dans quelques minutes autour de Julie Taton, juste après ce journal, image signée Diane Richard. Une exposition monumentale à découvrir à partir de mercredi après-demain à Paris, Picasso et les maîtres. Elle a pour objet de montrer comment le peintre espagnol s'est inspiré et finalement a réinterprété toute une partie de la peinture classique. En voici 2 exemples précis, le Déjeuner sur l'herbe de Manet et les Femmes d'Alger de Delacroix. Explication François-Julien Piednoir, Thomas Danzel. C'est un peu Noël ce matin au musée d'Orsay. On déballe les paquets cadeaux, des cadeaux non ce serait trop beau, plutôt des prêts du monde entier. 14 variations de Picasso autour d'un seul tableau et pas n'importe lequel, le Déjeuner sur l'herbe de Manet. Picasso est fasciné par cette œuvre qui fait scandale en 1863. Manet doit répondre à une commande, peindre un nu. Il représente alors une femme dévêtue qui nous regarde, au milieu d'hommes qui discutent indifférents, mais eux sont habillés. Cette femme n'est pas une Vénus comme dans la peinture traditionnelle, mais une femme disons normale, du réel. C'est le premier tableau de la peinture moderne. Alors pendant un an, Picasso va déconstruire et reconstruire le Déjeuner sur l'herbe. Il dépouille le décor, déplace les personnages et déshabille même les 2 hommes du tableau, comme pour répondre à la critique de l'époque. Et puis Picasso entre dans le tableau, devient un personnage, c'est lui à droite grisonnant. Il dialogue alors avec Manet. Picasso a réinventé une peinture nouvelle au cours du XXe siècle en se référant sans cesse, en ayant sans cesse des références de l'art du passé. Traversons maintenant la Seine, du musée d'Orsay au Louvre. Picasso y a déambulé des heures pour observer les tableaux des grands maîtres, dont les Femmes d'Alger d'Eugène Delacroix. Et là encore, il réinterprète le tableau et en fait une œuvre moderne. Picasso peint les femmes orientales comme les aurait peut-être peintes son ami Matisse, qui vient tout juste de décéder. Le maître du cubisme est un cannibale de la peinture, disent certains. Finalement, il digère la peinture, il la mange, il en fait quelque chose de vivant, tout en rendant hommage aux peintres qu'il a pu voir. En 1947, Picasso avait eu l'autorisation du Louvre d'accrocher ses toiles afin de les comparer à celles des grands maîtres. Et il est devenu le grand maître de la peinture moderne. Un mot d'une initiative, la Comédie Française en banlieue et plus exactement la Maison de la Culture de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Tel est le sens de l'accord de coopération lancé aujourd'hui par la ministre de la Culture, Christine Albanel, image signée Sylvain Daubat. Le sport en 3 images. D'abord, sachez que Laure Manodou a choisi le Cercle des nageurs de Marseille. C'est donc bien dans la cité phocéenne que la nageuse s'entraînera en vue des mondiaux de 2009 à Rome. Laure Manodou qui souhaite relancer sa carrière après l'échec des Jeux Olympiques de Pékin. 2 nouveaux cas de dopage sur le Tour de France. L'Allemand Stefan Schumacher a été contrôlé positif à l'EPO, 3e génération. Schumacher avait remporté 2 étapes contre la montre et porté le maillot jaune. Et puis le coureur italien Piepoli a lui aussi été contrôlé positif à 2 reprises. En fait, les échantillons sanguins des coureurs avaient été conservés depuis le mois de juillet pour des analyses complémentaires. Enfin, du football, Ligue 1, PSG a fait match nul hier à Nancy, 1 partout. Les Parisiens ont ouvert le score après cette tête d'Oharo. Nancy a égalisé sur ce but de Macaluso, le PSG qui pointe actuellement à la 11e place du classement. Je vous rappelle l'une des principales informations de cette journée, la panique qui s'empare des marchés financiers. La bourse de Paris chute de 9%, Francfort de 7%, Londres de près de 8%. La tempête est générale, effondrement à Moscou et à Rio. Et puis c'est aussi en cette journée de chute des marchés que se tenait précisément un sommet des ministres des 15 pays de l'euro, des ministres des Finances
finance. Bonsoir Baudonnet, on fait un dernier point avec vous. Vous êtes sur place au Luxembourg. Est-ce qu'on se dirige vers une Europe et peut-être une réponse européenne plus unitaire face à la crise ou pas ? Écoutez, bonsoir David. Alors écoutez, même il faudrait véritablement un miracle, même en plein krach boursier, comme c'est le cas ce soir, pour qu'on arrive à un accord ici à Luxembourg. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours la même question qui divise. Faut-il ou non un plan Paulson à l'européenne ? La France et l'Italie sont pour, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont contre. Et on n'en sort pas. Du coup, les pays européens se contentent de tenter de rassurer leurs épargnants en disant que leurs fonds seront garantis. Les pays européens se contentent, si l'on peut dire aussi, d'injecter des milliards dans les banques en difficulté. Mais tout ça ne suffit pas, comme si cette crise était un puits sans fond, ce qui fait dire à certains que ce qui manque le plus à l'Europe ce soir, ce ne sont pas les liquidités, mais c'est bien la crédibilité. Merci François, et je vous donne rendez-vous à 23h15 pour un mot croisé spécial crise financière, comprendre ce qu'il se passe, donc à partir de 23h15, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, tout de suite la météo Laurent Romeshko, 20h50 Cold Case, affaires classées, et donc à 23h15, mot croisé autour d'Yves Calvi sur cette crise. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.